Bonsoir tout le monde. Alors comme toujours, nous avons le grand plaisir de démarrer nos lives et de partager les connaissances. C'est pourquoi on invite des personnes ressources dans leur spécialité. Et la personnalité d'aujourd'hui, comme vous l'avez pu côtoyer dans le séminaire qui l'a précédé, c'est Madame Debbar Lemia, qui est spécialiste en périnnologie. Dans la première présentation, elle avait parlé des troubles pelviens. Aujourd'hui, il va parler spécifiquement des douleurs pelviennes. Je rappelle avant de l'inviter, je rappelle que nous aurons au cours de cette semaine des sujets très intéressants. Demain, c'est la deuxième partie de la rééducation des ATM. Donc on va parler essentiellement des techniques et de la prise en charge, du moment que hier nous avons parlé de l'évaluation kinésithérapique. Jeudi, nous aurons un spécialiste de kiné de sport qui va parler du rôle du kiné dans la prévention et comment améliorer le volet de la prévention. Et vendredi, un sujet très intéressant concernant les manipulations vertébrales. Et donc on va se poser pas mal de questions là-dessus et on va amener des réponses concernant ces techniques. Donc sans trop tarder, je vais inviter notre invitée, Madame Debbar. Dans quelques instants. Bonsoir Madame Debbar. Oui, bonsoir Monsieur Younes. Ça va? Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Et vous, ça va? Alors, le confinement, trop dur? Ça va? Alhamdulillah. Tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors j'ai l'immense plaisir de vous présenter encore une fois et nous avons tous l'immense plaisir de vous avoir dans le live de l'Association marocaine de thérapie manuelle. En fait, vous êtes personne ressource en ce qui concerne la périnnologie et nous avons le grand plaisir de vous donner à chaque fois la parole pour parler des sujets qui concernent cette thématique. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Et j'aimerais préciser que nous avons eu beaucoup de messages qui réclament votre présence dans un deuxième live et peut-être un troisième. Donc, j'espère que tout le monde soit là. Nous avons quand même une audience assez importante. Et sans trop tarder, je vais vous donner la parole. À vous la parole, Madame. Bismillah. Donc déjà, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez, Monsieur Younes? Parce que la dernière fois, il y avait un petit problème de réglage, comme je ne suis pas très habituée au live. C'est bon? Oui, c'est parfait. On vous voit parfaitement et on vous entend. Parfait, c'est parfait. C'est parfait. Donc, bonsoir, Monsieur Younes. Bonsoir, chers collègues. C'est moi qui vous remercie pour votre deuxième invitation au live de ce soir. J'espère que ce que dont je vais vous parler sera intéressant pour vous en tous les cas. Donc, je viens vous parler aujourd'hui, comme il a précisé Monsieur Younes, des douleurs pelviennes ou des algies périnéales, qui sont souvent mal diagnostiquées et mal prises en charge, puisque malheureusement, ils ne prennent en considération que le contenu, c'est-à-dire l'organe, et pas le contenant, les structures sous-jacentes ou ce qui est fonctionnel. Donc, douleur pelvienne ou algie pelvipérinéale, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de symptômes douloureux qui vont être situés au niveau du pelvis et du périnée, bien sûr, et de par leur localisation dans la région du bassin, ils vont concerner plusieurs spécialistes, aussi bien urologues, gynécologues que gastro-entérologues, et vont aussi, et bien sûr, kiné, dans tout ce qui est fonctionnel, et vont souvent s'accompagner de troubles urinaires et de troubles anorectaux, et même de troubles sexuels,
et bien sûr neuromusculaires à des stades variés. Donc, j'ai commencé par le fait que ces douleurs vont s'accompagner d'un certain nombre de troubles, aussi bien urinaires, anorectaux que sexuels, parce que souvent, on va nous adresser des patients pour une pollacurie ou une incontinence ou un problème anal, quelle que soit l'origine. Il faut toujours aller vérifier s'il n'y a pas des douleurs derrière. Donc, souvent, ces douleurs, comme je l'ai dit, ils vont s'accompagner d'une série de troubles de cette région-là. Donc, bien sûr, je ne vais pas parler de douleurs aiguës. Il faut savoir qu'il y a les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. Les douleurs aiguës, comme dans les cas d'infection vaginale ou encore de complications d'un kyste ovarien ou encore d'une grossesse extra-utérine qu'il faut vraiment, dans le diagnostic, peut être vital. Il faut vraiment signaler si jamais on a des patients avec des douleurs aiguës. Mais plutôt, je vais parler des douleurs chroniques, c'est-à-dire les douleurs qui ont dépassé les 6 mois. À partir de 6 mois, on peut parler de douleurs chroniques et c'est surtout ces douleurs chroniques dont je vais faire l'exposé de ce soir. Donc, pendant longtemps, l'approche médicale de ces douleurs chroniques a privilégié surtout la pathologie de l'organe, que ce soit infectieux ou inflammatoire, et l'idée d'un concept plus global de douleur fonctionnelle est récente. Donc, c'est un sujet vraiment d'actualité et va nécessiter une approche multidisciplinaire, qui est celui de la douleur chronique dans toutes ses dimensions. Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir de l'impasse de tout et l'organe ou de tout est psychologique. Donc, il y a aussi le fonctionnel. Et c'est là où la kiné va jouer un rôle important dans la prise en charge de ces douleurs pelviennes, surtout dans sa composante fonctionnelle, comme je dis. Donc, dans un premier temps, la démarche diagnostique doit d'abord éliminer toute cause organique, parce que même la douleur fonctionnelle peut être d'origine organique, et ça ne nous concerne pas. Comme je vais citer un peu les différentes causes organiques, parce qu'il faut quand même les connaître, même si ce n'est pas à nous de les traiter. C'est dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou encore la rectocolite, ou dans le cas d'endométriose, ça donne aussi des douleurs justement pelviennes, ou encore le cas d'une cystite interstitielle, ou le cas de fissure ou fistule anale, où on a aussi, comme je vous ai dit, des douleurs au niveau pelvien. Donc ensuite, une fois qu'on élimine justement la cause organique, on va plutôt essayer de dépister toute anomalie ostéo-neuromusculaire sous-jacente de cette région-là, de la région du bassin, puisque c'est de cette région qu'on va parler. D'accord ? Donc, comme j'ai dit, une fois éliminées les causes organiques, on va passer aux causes fonctionnelles ou l'origine fonctionnelle. Et dans ces origines fonctionnelles, on va bien sûr avoir plusieurs origines, si je peux dire. Hein. Donc, dans un bassin, il y a d'abord la structure ostéo-articulaire, c'est le carcasse, comme je dis toujours. Il y a les muscles, bien sûr les muscles de la paroi latérale et les muscles du plancher. Et puis, bien sûr, il y aura tout ce qui est neurologique. Hein. C'est les neuropathies qu'on va voir par la suite. Il peut y avoir aussi une cause due à un trouble de la statique pelvienne, un relâchement d'organes peut donner aussi une douleur. Et donc, toutes ces origines, on va les voir un par un au cours de ce live. Ça sera le sujet de ce qu'on va voir ce soir. Donc, je commence par les origines ostéo-articulaires. Comme tout le monde le sait, le bassin est constitué de 3 articulations. L'articulation sacro-iliaque, l'articulation sacro-coccygienne et devant, on aura justement la symphyse pubienne. Et on peut avoir justement
une dysfonction au niveau de ces trois articulations. Je commence par l'articulation la plus courante, si je peux dire, et qui peut être la cause de ces douleurs. C'est la dysfonction de la sacro-iliaque. C'était d'ailleurs la question de M. Hassel l'autre fois. Effectivement, une dysfonction de la sacro-iliaque peut causer des douleurs et peut aussi causer un des troubles de la statique que j'ai vu la dernière fois. La douleur de la sacro-iliaque sera toujours liée à un contexte de mise en charge ou de surcharge. Par exemple, la patiente va se plaindre de douleur quand elle reste longtemps debout, ou quand elle reste longtemps assise, ou quand elle marche, ou quand elle monte des escaliers, ou des fois même en adoptant une posture asymétrique pour dormir, ou des fois même le fait de se rouler dans son lit, ça lui réveille justement ces douleurs. Et le patient ou la patiente va vraiment pointer la zone de la douleur, hein, qui est la zone de la sacro-iliaque. Comme vous le savez, c'est juste en dessous et en dedans de l'épine iliaque postéro-supérieure. Donc là, on a la sacro-iliaque et la patiente va vraiment pointer l'endroit de ces douleurs. C'est ce qu'on appelle le signe de Fortin. Et selon certains auteurs, la douleur de la sacro-iliaque ne monte jamais au-dessus de L5, mais peut irradier vers le bas, c'est-à-dire vers la région de l'aine ou vers la fesse ou encore la jambe, surtout la face postérieure de la jambe. On va voir pourquoi. Et puis, il y aura plusieurs tests qui vont venir confirmer ces douleurs. Donc, je vous ai récolté, si je peux le dire, quelques tests que moi j'utilise, en tous les cas, que j'utilise le plus. On a le test de Faber, le simple test de Faber. C'est en décubitus dorsal, bien sûr, on place la jambe en flexion, abduction, rotation externe, bien sûr en bloquant l'épine iliaque antéro-supérieure contralatéral. Et s'il y a douleur, bien sûr, le test est positif. Bien sûr, on va voir est-ce que c'est une douleur qui est localisée plus au niveau de la sacro-iliaque ou au niveau de la hanche. On a le deuxième test, c'est le stroke test, ou le test appelé aussi le test du gilet. Le test de gilet, lui, il va nous indiquer une hypomobilité de la sacro-iliaque, qui est juste une palpation au niveau c'est un peu difficile d'expliquer sans montrer, mais je vais essayer. Donc, le kiné se place derrière le patient et il va essayer de palper l'épine iliaque postéro-supérieure. Bien sûr, ça correspond à S2. Et on va demander au patient de plier le genou à 90 degrés. Normalement, quand le patient plie le genou à 90 degrés, on doit avoir une chute inférieure de l'épine iliaque postéro-supérieure par rapport à S2. Donc, on garde les deux repères parce que le bassin va pivoter vers l'arrière. Si on ne repère pas de chute, c'est qu'on a on va parler d'hypomobilité de la sacro-iliaque. Et puis enfin, un test que j'aime bien et qui confirme, c'est un test de provocation de la douleur, si je peux dire. C'est le cluster test avec les 5 tests. Et les 5 tests, bien sûr, on va effectuer les 5 tests. Une fois qu'on a 3 sur les 5 qui est positif, on va parler justement de douleur ou de dysfonction de sacro-iliaque. Il y aura bien sûr 5 tests, je vais juste les citer. Le test de la discrétion iliaque, on aura 3 tests en décubitus dorsal. Le premier, c'est le test de discrétion iliaque. Le deuxième, c'est le test de poussée sur la cuisse. Et puis, le troisième test, c'est le test de Gelsen. Puis, un test en décubitus latéral, les deux jambes pliées, où on va effectuer une compression, c'est le test de compression des ailes iliaques. Et le 5e test en décubitus ventral, c'est le fameux test de trust sacré. D'accord? Donc, ces différents tests vont justement venir nous confirmer une dysfonction de la sacro-iliaque. Donc, une fois l'examen de la sacro-iliaque, on va passer à un deuxième syndrome, c'est le syndrome de la charnière dorso-lombaire, appelé syndrome de Meigne. Ça correspond à quoi? Le syndrome de Meigne correspond à quoi? C'est une irritation des racines nerveuses de la charnière dorso-lombaire D12L1
Et cette irritation, elle va nous donner des douleurs projetées vers la partie lombaire basse et aussi vers la crête iliaque, et ça va même irradier jusqu'à la région inguinale, c'est-à-dire au niveau du pubis, des grandes lèvres et des testicules chez les hommes. Donc, troisième origine, c'est au niveau ou troisième dysfonction, si je peux dire, c'est au niveau de la symphyse pubienne, c'est les douleurs au niveau de la symphyse pubienne. Bien sûr, plusieurs tests peuvent confirmer ces douleurs. Ça peut aller d'une simple palpation de la symphyse, une symphyse douloureuse au niveau du bas du ventre, ou jusqu'au test. Maintenant, il y a plusieurs tests, soit en décubitus dorsal, juste le fait de soulever le bassin peut provoquer une douleur à ce niveau-là, ou encore le bassin soulevé avec une extension d'une jambe, ou encore le test qui est connu, c'est celui c'est le kiné qui vient faire une contre-résistance à l'ouverture justement ou à la fermeture plutôt des deux jambes, et ça va réveiller une douleur au niveau de la symphyse pubienne. Donc, après la symphyse pubienne, on va aller voir les douleurs au niveau du coccyx, les douleurs d'origine coccygienne, c'est la coccygodynie. Donc, la coccygodynie correspond à une douleur coccygienne justement localisée à la palpation au niveau du coccyx, donc une simple palpation du coccyx, que ça soit en interne, en intrarectal ou en externe. On va avoir justement une douleur ou une instabilité, si je peux dire. Aussi au niveau de l'articulation sacro-coccygienne, ces douleurs, la douleur la coccygodynie ou la douleur d'origine coccygienne va être augmentée en position assise, ce qui est logique, et elle correspond à une instabilité coccygienne après un accident ou après un traumatisme de cette région, ou encore les personnes qui montent beaucoup au vélo, qui utilisent beaucoup le vélo, ou encore les motards, les motards qui font des fois des trajets lents ou qui peuvent avoir des secousses, ça peut donner une douleur à ce niveau-là, ou une simple arthrose de cette articulation, ou encore l'épine coccygienne. Donc là, on a vu un peu les douleurs. Donc j'ai commencé avec les douleurs d'origine osteo-articulaire. Donc on a vu les différentes articulations. Maintenant, je vais passer sur le plan musculaire. On va passer aux douleurs d'origine musculaire. Bien sûr, comme vous le savez, au niveau du bassin, on va avoir la paroi latérale qui va être fermée par deux muscles, qui est le piriforme et l'obturateur interne, et la paroi inférieure va être constituée du plancher pelvien, des muscles releveurs de l'anus et du coccygien. Le muscle coccygien qui, lui, va être situé plus vers l'arrière. Donc, je commence par le syndrome du piriforme. Donc, en cas de problème du muscle piriforme ou pyramidal, appelé encore muscle pyramidal. Donc, comme vous le savez, le muscle piriforme va avoir une origine endopelvienne au niveau de la face antérolatérale du sacrum, entre le deuxième et le troisième foramen sacré, et une terminaison qui, elle, est exopelvienne au niveau du grand trochanter. Donc, le syndrome du piriforme, on va avoir une douleur plus à la fesse, au niveau des fesses, bien sûr, du côté atteint, avec une irradiation vers la face postérieure de la cuisse. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, et comme il avait signalé M. Hassan dans un live, je ne me rappelle plus duquel, le piriforme est en contact ou en relation, en rapport plutôt avec le nerf sciatique, hein, si vous voulez, dans sa portion exopelvienne. Il est en rapport avec le nerf sciatique. C'est pour ça qu'on va avoir des fois des douleurs qui sont confondues, ou des douleurs du sciatique qui vont être confondues avec le syndrome du piriforme. C'est pour ça que l'examen clinique est très important pour le diagnostic différentiel, si je peux dire. Et donc, dans sa portion, le piriforme, dans sa portion
pelvien, il va être en rapport avec le nerf sciatique. C'est pour ça qu'on va avoir des irradiations au niveau de la face postérieure de la cuisse. Et vous savez, c'est très courant. Moi, j'ai beaucoup de patientes, surtout femmes, bien sûr, parce qu'il y a le facteur de risque majeur qui est la grossesse et l'accouchement, qui ont des douleurs au niveau de la fesse et qui souvent est mal diagnostiquée, si je peux dire, ou confondue avec une douleur du sciatique. Ces douleurs vont être augmentées en position assise, parce qu'en position assise, on aura encore plus de compression. Et dans sa portion endopelvienne, donc dans la portion endopelvienne du piriforme, comme vous le savez, en endopelvien, il va être en rapport avec le nerf pudendal, près de son insertion. C'est pour ça que il y aura aussi des répercussions sur ce nerf. Si jamais il y a une tension ou une contracture du piriforme, il y aura aussi une répercussion sur le nerf pudendal. Donc, pour le syndrome du piriforme, le point Gatchett ou le trigger point, appelé aussi trigger point, on va trouver surtout en exopelvien la palpation où le point trigger sera surtout en exopelvien, 5 cm au-dessous de la ligne entre la pointe du coccyx et le grand trochanter. Donc là, on aura vraiment un point très douloureux. Donc ça, c'était le syndrome du piriforme. Donc, on passe maintenant, donc on a vu le piriforme, on va passer à l'obturateur interne, le syndrome de l'obturateur interne, qui aussi est un muscle qui va avoir qui va avoir une portion endopelvienne et aussi une insertion au niveau du grand trochanter, donc extra-pelvienne. Donc, comme vous le savez, l'obturateur interne va s'insérer au niveau de la face interne de la membrane obturatrice et de l'ischion. Une partie va aussi s'insérer au niveau de l'ischion et pour se terminer en exopelvien au niveau du grand trochanter. La douleur du syndrome de l'obturateur interne va être surtout une douleur localisée au niveau de la région ano-coccygienne, plus que, donc c'est ça qui différencie les deux. Donc, le syndrome de l'obturateur interne, la douleur est surtout au niveau de la région ano-coccygienne et aussi avec une irradiation de la face postérieure de la cuisse, mais aussi pour l'obturateur interne, une irradiation vers la région inguinale et périnéale même. Et encore une fois, ce syndrome ou ces douleurs va être augmenté en position assise. Dans sa portion endopelvienne, l'obturateur interne, il va entraîner une tension de la membrane obturatrice. Et comme vous le savez, la membrane obturatrice ou le dédoublement de la membrane obturatrice, c'est ce qui forme le canal d'Alcock. Et c'est là où va passer le nerf pudendal. Donc, une contracture, encore une fois, de l'obturateur interne peut agir ou peut donner une névralgie du pudendal qu'on va voir après, mais ça peut être aussi une cause. Et puis, le trigger point de l'obturateur interne va être au centre de la ligne entre cette fois-ci, au centre de la ligne entre la pointe et le grand trochanter. Donc, j'ai vu le syndrome du piriforme, le syndrome de l'obturateur interne. Maintenant, on va passer au syndrome du releveur. Donc, on va passer au plancher, ce qui ferme le bassin en bas. On a bien sûr plusieurs muscles, mais les muscles qui vont causer des douleurs ou qui vont causer des contractures, si je peux dire, c'est surtout le muscle releveur de l'anus avec ses différentes fibres et aussi le coccygien qui, lui, va fermer le bassin vers l'arrière. La douleur du syndrome du releveur va être une douleur surtout rectale, chronique, avec un besoin fréquent d'aller uriner et d'aller à selle, et aussi avec une irradiation plutôt pelvienne cette fois-ci. Cette douleur est augmentée en position assise et aussi après exonération. Donc la patiente va vous dire que après exonération, c'est-à-dire après aller à selle, des fois, elle a des douleurs
à ce niveau-là. Et donc, au toucher rectal ou au toucher vaginal, on va pouvoir justement repérer cette contracture au niveau du releveur ou du coccygien, que ce soit, comme je vous ai dit, toucher vaginal ou toucher rectal. Donc ça, c'était les douleurs d'origine musculaire. Ça va, Monsieur Younes? Je continue? Oui, ça va très bien. J'ai quelques questions peut-être qui sont intéressantes par rapport à la partie musculo-squelettique avant le plancher pelvien. J'ai deux questions principalement. C'est un rajout et une question de M. Konima qui parle du psoas. Que vous pouvez en dire. Exactement. Le psoas, effectivement, c'est surtout dans les... je vais en parler dans la névralgie de l'obturateur, hein, parce que l'obturateur, justement, il va passer... je vais en parler, hein, je vais en parler. Effectivement, le psoas, c'est un des muscles que je vais aller tester aussi dans les douleurs pelviennes, parce qu'il est en rapport avec l'obturateur surtout, hein. Alors, j'ai une autre question concernant cette première partie. Il y a une participante qui vous demande qu'est-ce que c'est que, s'il vous plaît, la notion de trigger point. La notion du trigger point, c'est une douleur, au fait, c'est une douleur musculaire à un point précis, hein. Et tous les muscles du corps présentent justement un trigger point, une zone qui peut être... qui présente une contracture ou une douleur intense, si je peux dire, hein. D'accord. Alors, est-ce que je peux rajouter juste une phrase sur ce que vous avez dit? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en fait, en réponse sur le trigger point, c'est effectivement, comme l'a dit Madame Lamia Tebbar, il s'agit d'une contracture, sauf qu'il est localisé dans un point précis et que quand vous faites la palpation, vous avez la sensation d'une contracture, c'est-à-dire une rénitence avec une douleur, et cette douleur, même à l'appui, il peut vous donner une irradiation précise, parfois, dans certains trigger points. Alors, une autre question qui semble, je l'ai lu quelque part, oui, il y a des rajouts par rapport au trigger point. Alors, j'ai des questions peut-être qui concernent la partie que vous étiez en train d'expliquer. Est-ce que je les lis maintenant ou bien c'est après? Neuropathique? Surtout par névralgie pudendale. Je vais parler justement, c'est ce que je vais aborder. Donc, on va parler des... Oui? Les diverticules vésicales et l'intérêt de la rééducation périnéale. Les diverticules vésicales, c'est plus organique, hein. Moi, je parle de tout ce qui est fonctionnel, hein. Là, c'est plus organique. Est-ce que, une autre question, est-ce que la manœuvre du serrage du bassin, elle est systématique en postpartum? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je n'ai pas compris la question. De serrage du bassin, c'est-à-dire? Je ne sais pas. Moi non plus. En fait, je demande à la participante de réécrire sa question pour que ça soit plus clair. Peut-être, je pense, hein, si j'ai... je ne sais pas si c'est ça, mais le fait que la femme, justement, mette une ceinture au niveau du bassin, le serrage, au fait, moi, je pense que c'est par rapport à la ceinture, comment on appelle ça, la ceinture de la sacro-iliaque. Il y a une ceinture spéciale sacro-iliaque et que la femme enceinte déjà, parce que souvent, moi, j'ai des femmes enceintes qui présentent déjà une instabilité sacro-iliaque et à qui je conseille justement le port de cette ceinture sacro-iliaque pour diminuer la douleur ou pour minimiser cette instabilité, si je peux le dire. Et cette ceinture sacro-iliaque peut être utilisée pour après. Moi, Donc, il n'est pas systématique comme elle pose la question. Non, il n'est pas systématique. Non, s'il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de la mettre. Si la femme, pourquoi il y a une instabilité de la sacro-iliaque pendant la grossesse? C'est dû juste parce qu'il y a une hyperlaxité ligamentaire, hein, et puis parce qu'il se prépare, il y a un bébé qui va devoir passer par le bassin et qui va sortir. Donc, automatiquement, le bassin, il se prépare. Et c'est ce qui peut donner justement cette hyperlaxité ou cette instabilité de la sacro-iliaque, mais ce n'est pas automatiquement douloureux chez toutes les femmes.
Alors, une autre question par rapport aux douleurs pelviennes. Le relâchement du plancher pelvien donnerait-il une douleur au bas du ventre? Ça, c'est les douleurs, je vais en parler. C'est une des origines des douleurs fonctionnelles. C'est le relâchement des organes. Et les relâchements des organes peut donner une sensation de pesanteur. Mais c'est pour ça, pourquoi j'ai choisi ce thème qui est les douleurs pelviennes. C'est parce que quand on a la personne, déjà, pour nous adresser des patients pour les douleurs pelviennes, il n'y a pas beaucoup de médecins qui le font. Et ça commence, hein, ça commence. C'est pour ça qu'il faut aussi sensibiliser un peu les médecins, parce que et c'est par ça que j'ai commencé. Souvent, on est focalisé que sur l'organe, que sur la pathologie de l'organe, ou quand on ne trouve rien, c'est psychosomatique, c'est le psychique, alors qu'il y a le fonctionnel aussi qui peut donner ces douleurs. Bien sûr, quand la douleur va durer longtemps, on va rentrer dans un autre processus d'hypersensibilité. Je vais en parler après, c'est les douleurs chroniques qui vont durer des années. Moi, j'ai eu dernièrement une dame avec une douleur qui a duré 17 ans depuis son dernier accouchement et qu'on n'a jamais diagnostiqué justement parce que elle a une hernie discale associée et donc on se focalise que sur l'hernie alors que sa douleur, l'hernie est là, mais la douleur dont elle se plaint et qui lui gâche la vie, c'est une femme qui n'arrive pas à marcher 5 minutes sans avoir mal, hein, à tel point qu'elle est dans un... c'est-à-dire, elle en souffre vraiment, elle en souffre dans sa vie. Et pourquoi? Parce que justement, on ne part pas, on va pas vers le diagnostic de ces douleurs dont je parle ce soir, hein, qui sont des douleurs d'origine fonctionnelle, que ça soit ostéo-articulaire, musculaire, neurologique. Et vous allez voir que quand on a une instabilité, il va y avoir une origine musculaire ou un syndrome musculaire qui va l'accompagner ou un syndrome neuropathique qui va l'accompagner. C'est très complexe entre eux. Souvent, ils sont associés entre eux. D'accord? Merci, merci madame. Je peux continuer, c'est bon? Oui, bien sûr. J'ai lu toutes les questions. Voilà. Donc on a vu les douleurs d'origine ostéo-articulaire, on a vu les douleurs d'origine musculaire avec piriforme, obturateur interne et releveur de l'anus. Maintenant, je passe aux douleurs d'origine neuropathique. Il y aura deux types de douleurs à cette région-là en tous les cas. Je commence par la névralgie du pudendal et puis on va voir après la névralgie de l'obturateur, du nerf obturateur, parce qu'il va aussi passer, il va se situer dans cette région-là. Dans la névralgie du pudendal, bien sûr, c'est une douleur neuropathique chronique qui est due à la compression, à une compression ou à une perte de mobilité du nerf pudendal. Comme vous le savez, je vais faire un petit rappel du nerf pudendal parce que c'est important, parce que la compression de ce nerf peut être à deux niveaux, soit au niveau de son passage entre les deux ligaments, sacro-épineux et sacro-tubéral, ou carrément au niveau de son engagement au niveau du canal d'Alcock. Donc, comme je l'ai dit, le nerf pudendal est aussi issu des racines S2, S3, S4. Il va passer à travers l'échancrure ischiatique sous le piriforme. Donc, voilà le premier rapport avec le piriforme. Puis, il va passer autour de l'épine ischiatique, entre les deux ligaments, comme j'ai dit, le ligament sacro-épineux et les ligaments sacro-tubérales. Puis, pénétrer au niveau du canal d'Alcock, où il va ensuite se terminer ou se distribuer au niveau de la région périnéale et au niveau des organes génitaux externes. Donc, il y aura deux sites de conflit pour le nerf pudendal. Le premier, c'est au niveau de son passage entre les deux ligaments, c'est-à-dire au niveau de l'épine ischiatique. D'ailleurs, moi, c'est là où je vais aller souvent voir si j'ai une douleur, parce que c'est le plus qu'on a, nous, qui font de l'urogynéco. En général, c'est qu'on peut aller en endovaginal, et donc on peut aller palper justement
ou localiser la zone douloureuse de ce nerf. Donc, le premier site, c'est au niveau de son passage entre les deux ligaments, puis aussi au niveau du canal d'Alcock, comme je vous ai dit. Pour le syndrome, pour la névralgie du pudendal, 5 critères sont indispensables pour le diagnostic. Ils ont été établis, c'est les critères de Nantes. On a d'abord le premier critère qui est une douleur dans le territoire du nerf pudendal. Donc, entre, comme vous le savez, le territoire du pudendal, c'est entre la vulve et l'anus, vraiment autour de la vulve et de l'anus. Il y aura une aggravation en position assise. Le deuxième critère, c'est des douleurs. Bien sûr, sans réveil. Troisième critère, sans réveil nocturne. Quatrième critère, c'est sans hypoesthésie objectif. Et le dernier critère ou cinquième critère, c'est avec un bloc anesthésique du nerf pudendal qui est positif. D'accord? Bien sûr, en plus de ces 5 critères que je viens de citer, il y a souvent des signes qui sont associés. Il y aura une irradiation au niveau de la fesse et aussi au niveau de la face postérieure de la cuisse, surtout quand la patiente ou la personne reste assise longtemps. Il peut y avoir des sensations de brûlure ou de décharge électrique carrément. Il y aura aussi des troubles, comme je l'ai cité au début du live, des troubles mictionnels, comme la polacurie, et des fois on peut même avoir une incontinence à cause justement de cette névralgie, ou encore une dyspareunie, ou ça peut aller juste là, et ça c'est vraiment courant, et dont on peut en passer, c'est les troubles d'érection chez l'homme. Il y a certaines formes de troubles d'érection qui peuvent provenir justement de cette compression du nerf pudendal. Donc, les signes cliniques, et ça c'est important. Donc, dans les signes cliniques de la névralgie du pudendal, on a 3 signes qui peuvent justement confirmer le diagnostic. Moi, c'est les signes que j'utilise beaucoup. Ils sont simples à effectuer au cabinet. Premier signe, c'est une douleur à la pression, comme je vous ai dit, donc au niveau de l'épine sciatique, si elle est positive. Un palpé roulé douloureux dans la région ou dans le territoire justement du nerf pudendal, entre la vulve et l'anus. Et troisième signe, c'est une hyper ou hypoesthésie locale. Juste avec une trombone, donc on prend une trombone et on essaye de piquer et voir est-ce que justement la zone est hyper ou hypoesthésique. Donc, ça, c'est dans les signes cliniques du nerf pudendal. On va voir que dans le nerf obturateur, ça va être la même chose, mais la localisation va être différente. Je vais revenir, mais je le dis déjà, parce que des fois, il faut aussi avoir un diagnostic différentiel entre la névralgie du pudendal et la névralgie de l'obturateur, même si vous allez voir que dans la névralgie de l'obturateur, le palpé roulé va être douloureux, surtout au niveau de la face interne de la cuisse. Et puis, l'hyper ou l'hypoesthésie va être aussi testée au niveau de la face interne de la cuisse. Donc, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse parce que ça a été aussi nouveau pour moi et c'est encore nouveau. Je pense que parce que pour la dame dont je vous ai parlé, j'ai essayé de voir s'il y a des médecins qui font cette technique, c'est la pronothérapie. Parce que comme vous le savez, dans la névralgie du pudendal, le traitement va être des anti-inflammatoires, des antalgiques ou des infiltrations corticoïdes. Mais la nouvelle thérapie, c'est pas nouveau apparemment, ça date depuis 2009 et c'est un Américain, c'est le docteur John Lifton, je n'arrive jamais à prononcer son nom, c'est lui qui a inventé justement cette technique. La pronothérapie neurale consiste à quoi? À tout simplement l'injection du glucose à 5 degrés, tout simplement. Pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoire.
juste du glucose. Et apparemment, avec cette injection, on arrive à traiter ces névralgies. Maintenant, c'est une thérapie qui est nouvelle. Donc, moi, j'ai demandé un peu autour à Rabat, en tous les cas, et j'ai pas trouvé de personnes qui utilisent ces techniques. Et même à l'étranger, très peu de médecins ont été formés pour cette nouvelle technique de prolothérapie neurale. D'accord? Donc, je vais passer à la névralgie de l'obturateur maintenant. Ça va, monsieur Younes? Oui, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Je continue? J'ai deux questions. Est-ce que je ramasse plus ou bien je vous pose les deux questions? On va voir les questions et on passera à la névralgie de l'obturateur. D'accord. J'ai une question sur la dyspareunie et le vaginisme. Bah, il y a mademoiselle Belkas qui me pose cette question concernant ce problème. Oui. Justement, dans la dyspareunie, justement, une des causes de la dyspareunie, comme je vous ai dit, ça peut provenir de cette compression, de la névralgie du pudendal, ça peut donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir est-ce qu'il n'y a pas derrière, parce que nous, on est toujours focalisé sur une contracture musculaire que sur ce qui est local, c'est-à-dire le muscle releveur, mais des fois, l'origine peut venir justement d'une compression du pudendal. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller aussi voir. Et puis, dans le cas de vaginisme, qui est très courant, vous allez être étonnés, mais qui, encore une fois, est un sujet tabou, parce qu'on n'en parle pas, qui est souvent dû justement à une hypertonicité des muscles releveurs de l'anus, principalement. D'accord? Alors, d'accord. La deuxième question, une question qui pose sur la prise en charge. Comment soulager les névralgies du pudendal? Comment soulager les névralgies du pudendal? Comment soulager? Est-ce que, comme je vous ai dit, il y a un traitement médical. Il y a un traitement médical une fois que le diagnostic est posé, que ce soit antalgique, anti-inflammatoire ou encore des injections, des corticoïdes. Mais sinon, pour le point de vue kiné, si je peux dire, on ne va pas agir directement sur la compression, mais c'est à travers justement les muscles de cette zone-là. Moi, de toute façon, quand j'ai des douleurs, quand j'ai des patients avec des douleurs pelviennes, je vais faire un examen général de tout. C'est pour ça que j'ai tenu à vous parler des différentes structures qui peuvent être atteintes, parce que des fois, c'est parce qu'une instabilité de la sacro-iliaque, une mauvaise position du bassin peut donner une compression ou provoquer la compression. À travers une contracture encore d'un muscle peut comprimer. On a vu que les muscles passaient à côté de plusieurs structures nerveuses. Donc, il faut aller voir un peu l'ensemble avant de poser le diagnostic. Et souvent, il faut traiter l'ensemble aussi. Merci, merci madame. Ça va? Ça va, il y a que des éloges, il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, j'étais où? Rappelez-moi, j'étais dans la névralgie du pudendal. Donc, on va passer à la névralgie de l'obturateur, du nerf obturateur. Bien sûr, le nerf obturateur, lui, il est issu des racines L2, L3, L4, donc un peu plus haut, au niveau lombaire. Il va passer en arrière du psoas, donc c'est là où il va avoir un rapport justement avec le psoas, puis il va pénétrer dans le canal de l'obturateur, et du coup, il va être en rapport avec l'obturateur interne, et qui dit obturateur interne va dire encore rapport avec ce muscle et avec les structures sous-jacentes, si je peux le dire. La névralgie de l'obturateur, elle va donner des douleurs plutôt hypogastriques au niveau de l'aine, et aussi des douleurs qui peuvent descendre au niveau de la hanche jusqu'au niveau du genou. Et d'ailleurs, comme je l'ai signalé dans la névralgie du pudendal, moi j'associe souvent les deux. Donc le diagnostic ou le diagnostic différentiel entre pudendal et l'obturateur, c'est que le pudendal,
la douleur, bien sûr, va être au niveau du tronc, au niveau du passage du nerf pudendal, au niveau de l'épine ischiatique. L'obturateur interne, bien sûr, la douleur va être située au niveau de son passage à travers le canal de l'obturateur. Donc, encore une fois, les deux, ça va être un toucher vaginal ou rectal. Ça dépend comment on va aller justement chercher ces douleurs. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le pudendal, vous avez la montre. Donc, dans le pudendal, on va aller vers 5 heures et 7 heures, alors que dans l'obturateur interne, ça va être 3 heures et 9 heures. D'accord? Le palpé roulé pour le pudendal, comme je l'ai dit, c'est autour de la vulve, alors que pour l'obturateur, il va être un palpé roulé douloureux au niveau de la face interne de la cuisse. Et puis, l'hypo et l'hyperesthésie, pour le pudendal, c'est autour de la vulve encore, alors que pour l'obturateur, ça va être au niveau de la face interne de la cuisse. D'accord? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon, monsieur Younes? C'est parfait. C'est très bien. Donc bien sûr, l'origine ou l'étiologie, si je peux dire, de cette compression, que ce soit pudendal ou obturateur, vont être diverses. Ça peut être un simple trigger point, comme ce que vous venez d'expliquer, ou trauma, un traumatisme de cette région-là, plus pour la névralgie du pudendal que pour la névralgie de l'obturateur, ou le vélo, l'utilisation de vélo, encore une fois plus pour le pudendal que l'obturateur, ou une chirurgie de cette région. Dans la chirurgie de cette région, on a beaucoup plus de risques d'avoir une névralgie de l'obturateur, ou encore une simple position, les personnes qui restent assises longtemps. Et c'est surtout pour la névralgie du pudendal et pas pour l'obturateur. Il y en a qui disent aussi qu'un périnée descendant, au-dessus de 2 cm, peut aussi être la cause ou un des facteurs de risque pour la névralgie du pudendal, mais pas de l'obturateur. Donc ça, c'était les névralgies. Donc on a vu ce qui est osteo-articulaire, on a vu ce qui était musculaire avec les trois groupes, les 3 muscles, puis on a vu les 2 névralgies, pudendal et obturateur. Maintenant, on va passer aux douleurs. C'était la question que vous m'avez posée. C'est les douleurs d'origine de relâchement d'organes ou de troubles statiques, tout simplement. Dans le cas des descentes d'organes, une cystocèle, une rectocèle ou un prolapsus rectal peut donner des douleurs. Et c'est des douleurs avec une sensation de pesanteur pelvienne. La douleur va augmenter, bien sûr, au cours de la journée, et diminuer le soir et en position couchée. C'est-à-dire au repos, la patiente va sentir moins de douleur. Après, il y a aussi les douleurs post-opératoires. Après une intervention chirurgicale de la région du bassin, on peut garder des douleurs. On va parler de douleurs chroniques post-opératoires quand ces douleurs restent plus que 2 mois. Donc, on va rentrer dans les douleurs chroniques, bien sûr, qui ont dépassé 2 mois et sans origine ou sans cause organique ou problème préexistant. Et ces douleurs vont être soit à des lésions neurologiques ou encore à une dysfonction du système nocicepteur qui va donner une hypersensibilisation de cette région-là. Dernière douleur, dans le dernier syndrome, ça c'est le syndrome pelvien douloureux. C'est-à-dire c'est la douleur, si je peux dire, complexe, où on ne sait pas l'origine, où elle peut, vous allez voir, c'est des douleurs chroniques qui sont floues et qui sont multiples, qui regroupent plusieurs symptômes en même temps et qui sont même intrigués entre eux. Souvent, ces douleurs ou ce syndrome pelvien douloureux
va être associé à une pathologie particulière, comme dans les cas de côlon irritable ou de fibromyalgie. Dans des cas de fibromyalgie, on peut avoir des douleurs justement pelviennes, on peut avoir ce syndrome pelvien complexe, ou dans la cystite interstitielle, quand on a un tableau comme ça complexe, ou un syndrome pelvien général, il y aura plusieurs composantes qui vont intervenir dans la douleur. Donc, ça va être d'un côté composante neuropathique, puis une composante de dysfonctionnement carrément sympathique, une composante d'hypersensibilisation ou encore une composante émotionnelle. Hein. Ça peut aller jusqu'à des dépressions, des angoisses ou en tous les cas la composante émotionnelle. Donc là, j'aurais vu un peu les différentes origines des douleurs pelviennes, en tous les cas des douleurs pelviennes chroniques d'origine fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il y a une seule. Oui. En fait, c'est une question qui porte une connotation générale. Oui. Est-ce que le TENS pourrait améliorer les douleurs névralgiques sans préciser la douleur névralgique? Le TENS, parce que c'est en endovaginal, oui. Vous allez maintenant me dire la stimulation électrique ou la stimulation endovaginale. Moi, sincèrement, je ne suis pas pour, sincèrement. Il y a des écoles qui préconisent justement, moi je suis plus dans, je viens de l'école belge, hein, et l'école belge, elle plus du manuel, hein, c'est plus du travail manuel. Moi, en tous les cas, je n'utilise pas. Ce que je commence à utiliser, c'est la stimulation du tibial postérieur. La stimulation du tibial postérieur, c'est-à-dire soit au niveau de la malléole interne, ou moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est au niveau des racines sacrées. Au niveau des racines sacrées, pourquoi? Parce que quand j'ai des patientes, ça m'est arrivé plusieurs reprises, et qu'elle vient pour un problème pelvien et que je vais lui mettre une électrode au niveau de la malléole interne, elles sont un peu étonnées. Elles se disent, mais c'est là, je viens pour un problème, pourquoi elle va me mettre c'est pour ça que je commence à l'utiliser, parce qu'apparemment, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'on peut aussi les mettre, les résultats est plus ou moins le même. Donc, quand j'ai des patientes avec des problèmes, en tous les cas pelviens, je place les électrodes au niveau sacré, au niveau du sacrum carrément. Hein. Et ce qui est bien dans le tibial postérieur, moi je commence à utiliser plus le tibial postérieur, pas que dans les douleurs pelviennes, mais aussi dans les incontinences, que ça soit urinaire ou anal. Ça donne de très bons résultats. Maintenant, ils sont toujours pas arrivés à pourquoi ou comment ils agissent, mais ce qu'ils savent, c'est que les études qui ont été faites, ils savent qu'il y a une nette amélioration de l'incontinence, que ça soit urinaire ou anal, avec une stimulation du tibial postérieur. Donc moi personnellement, je conseillerais plus, parce que je dirais que déjà, la patiente est la mal, et puis on met un courant dessus. Moi, en tous les cas, je n'utiliserai pas. C'est un avis personnel. Je travaillerai plus en externe à travers le tibial postérieur, comme je vous ai dit. Hein. Alors, il y a une autre question. Est-ce que je peux la lire maintenant ou bien vous préférez continuer? Oui. En fait, c'est une question un peu spéciale. Est-ce que le fait de lever la tension de l'obturateur, est-ce qu'il y a une technique qui existe pour ça? L'obturateur interne? Interne, oui. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour enlever la tension du muscle obturateur interne? Lever tension, il y a plein de techniques. Hein, pour moi, j'ai pas parlé de traitement, parce que maintenant, il y en a qui vont travailler plus ostéopathie, il y en a plus qui vont travailler thérapie manuelle, et en plus qui vont travailler kiné normal.
lever tension normale. Donc maintenant, c'est chacun sa formation et chacun son école. Moi, personnellement, je suis pour la thérapie manuelle, sincèrement. C'est pas parce que vous êtes spécialiste en thérapie manuelle, mais sincèrement, je trouve que les résultats, on a de très bons résultats quand on travaille en thérapie manuelle. Hein. Donc, sur les différentes structures dont je viens de parler, que ce soit les dysfonctions ostéo-articulaires ou encore les syndromes piriformes, obturateurs internes ou autres. Hein. Alors, Madame Sharifa Moujahid, il demande une question. Bonsoir, est-ce que cette stimulation... Oui. Alors, il vous demande, est-ce que cette stimulation pour traitement de l'incontinence urinaire sur une vessie neurologique? Bonne question, ça. Hein, bonne question. Ça dépend. Ça dépend, au fait. Parce que, comme je l'ai dit... Vous m'entendez? Oui, oui, maintenant je commence à vous entendre. Vous m'entendez, hein? C'est une question un peu vaste. Quand on dit vessie neurologique, ça dépend de la lésion. J'ai répondu sur cette question la dernière fois. C'était aussi la question de la dernière fois. Ça dépend, est-ce que c'est une lésion centrale ou périphérique? Est-ce que c'est une lésion complète ou partielle? Donc, ça dépend. Mais c'est sûr que de toute façon, si je peux faire une stimulation ou travailler avec une stimulation, c'est sûr que oui. Mais le problème, si je peux dire, de la stimulation par du tibial postérieur, il est conseillé de le faire tous les jours. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'ai des patients qui doivent le faire, je leur conseille d'acheter carrément, c'est des petits appareils qu'ils peuvent utiliser chez eux parce que c'est bête de ramener le patient chez vous, 25 minutes de stimulation au niveau de la malléole interne. Enfin, moi, je trouve ça un peu bête. Donc, je fais les fois où il vient, mais je fais autre chose avec, en attendant que les 25 minutes passent. Mais sinon, le reste des jours, je lui conseille de le faire à domicile. Hein. D'accord. Donc, c'est tout. Je n'ai plus une autre question. Donc, je vais terminer. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler des traitements parce que le traitement va être différent des techniques de chacun ou de la formation de chacun. Maintenant, on sait que les kinés en plusieurs, il y en a qui travaillent plus en ostéopathie, en thérapie manuelle ou en kiné classique normale. Donc, mais c'est toujours le même principe. Dont je vais parler et avec quoi je vais terminer, c'est le but de l'examen. Donc l'examen clinique que je vais faire quand je vais recevoir une patiente avec ses douleurs pelviennes, bien sûr après un interrogatoire, une anamnèse bien précise et complète, et après avoir éliminé bien sûr toute cause organique, je vais aller chercher s'il y a des zones d'hypomobilité articulaire des différents endroits dont j'ai parlé. Je vais aller voir est-ce qu'il y a des tensions tissulaires. Donc, je commence par le cadran osseux, puis je vais voir s'il y a une asymétrie pubienne, puis je précise un peu la position et la mobilité du coccygien, et puis je vais voir, je vais un peu tester les contractures piriformes, obturateur interne, psoas aussi, puisqu'on a vu qu'il était en rapport avec l'obturateur, le nerf obturateur. Puis, je vais faire une appréciation de la tonicité du plancher pelvien. Est-ce que j'ai un plancher hyper tonique? Aussi une mise en tension du noyau fibreux central. Et puis, je vais aller faire une exploration de la concavité sacrée. Et ça, c'est par toucher rectal pour voir un peu à la recherche. Oui. Donc, voilà, j'ai presque terminé. Donc, on a vu que dans l'examen clinique, il fait un peu... il faut faire un bilan de toutes les structures dont je viens de parler, d'un déséquilibre, rechercher un déséquilibre du cadran osseux, que ce soit la dysfonction de la sacro-iliaque ou la recherche d'une asymétrie pubienne, ou encore une appréciation de la position
et de la mobilité du coccyx. On va aller voir un peu le coccyx. Puis, rechercher les contractures de cette région-là, les différentes contractures, que ce soit piriforme, obturateur interne ou psoas, ou encore d'autres muscles de la région. Puis, une appréciation de la tonicité du plancher pelvien. Est-ce qu'il y a une hypertonicité des releveurs? Puis, ce que je fais aussi, c'est que je vais aller voir un peu la zone douloureuse de la compression du nerf pudendal et obturateur. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, pour ça, il faut aller en endo-pelvien, en endo-vaginal, par voie vaginale ou par voie rectale. Et puis, le traitement, bien sûr, sera en fonction du syndrome diagnostiqué et des signes cliniques trouvés. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette de cuisine, comme je dis. Ça dépend des signes cliniques qu'on va retrouver. Et là, chacun va utiliser les techniques pour lesquelles les techniques qu'il maîtrise le mieux, si je peux le dire. Hein. D'accord. Et avec ça, je termine mon live de ce soir. Merci mille fois, Madame Debbar. Toujours, nous sommes surpris un peu de votre esprit de partage, de votre connaissance. Et d'un live à un autre, notre respect à votre personne augmente de manière considérable. Donc, je vous remercie au nom de l'association et au nom des participants pour nous consacrer ce temps pour le live. Alors, le plaisir est pour moi, Monsieur Younes, et c'est moi qui vous remercie pour cette belle initiative, surtout en cette période qui n'est pas facile pour tout le monde, vous savez. Donc, le fait de pouvoir partager chacun de son côté, et on n'a jamais appris assez. Il faut avoir cet esprit entre collègues. En tous les cas, je l'espère. Hein. Je l'espère et merci encore une fois pour votre invitation. Merci à l'AMPM. Merci, Madame Debbar. Je vais profiter d'une minute pour vous présenter le programme du reste de la semaine. Demain, à 21h15, on verra la rééducation de l'ATM avec Simon Lombard, qui est kinésithérapeute, thérapeute manuel à Bruxelles. Jeudi, même heure, nous aurons le rôle de la kiné dans la prévention des traumatismes chez les sportifs par un spécialiste dans le domaine kiné de sport, c'est M. Salah Dil Fadil. Et vendredi, j'aurai moi-même un rendez-vous avec vous pour parler des manipulations vertébrales. Donc, je vous donne rendez-vous pendant cette semaine. Merci. Merci, Madame Debbar. Merci à vous, hein, et bonne soirée.